Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je parle de Hellbringer. Hellbringer est un jeu de cartes et de dés dans un univers de dark fantasy, aussi bien jouable en solo qu'en coopération. Les joueurs y incarnent un héros s'enfonçant dans les profondeurs d'un donjon, afin d'affronter un démon redoutable qui se terre au plus bas niveau. Grâce à une mise en place rapide et une part de hasard bien dosée, chaque partie offre une expérience unique. Les joueurs développent leur personnage en équipant des objets, en gagnant de nouvelles compétences, en gagnant des niveaux, à force de vaincre des ennemis, tout en développant deux ressources essentielles, la vue ainsi que la puissance. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 53 minutes à partir de 14 ans. Le jeu bénéficie d'une direction artistique sombre et immersive, réalisée par Toby Côté, Maxime Gauthier, Mantos Lapas, Uki, Trunking Shin, ainsi que Shredder Dima. Son créateur, Maxime Gauthier, développe ici une expérience à la fois exigeante et captivante, où chaque décision peut faire la différence entre la survie et la chute du démon. Pour les amateurs de jeux narratifs et stratégiques, qui cherchent une aventure sombre, modulable et riche en tensions dramatiques, le jeu va connaître une campagne de financement sur GameFound très bientôt pour un reprint ainsi qu'une nouvelle extension et vous aurez le lien pour aller voir tout ça dans la description. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les grandes mécaniques. Ça va être une présentation. Je ne vais pas rentrer dans toutes les règles. Mais j'avais envie de vous donner un aperçu du jeu avant que la campagne soit lancée. Si elle n'est pas lancée au moment où je fais la vidéo. Quoi qu'il en soit, vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir la campagne, que je vous encourage à aller voir. C'est vraiment un jeu très plaisant à jouer, qui a sa propre identité. Et avec cette vidéo, j'espère vous donner envie de le découvrir, que vous compreniez les tenants et les aboutissants du jeu, comment ça fonctionne, quelles sont les grandes mécaniques. Dans le jeu, vous incarnez l'un des 6 héros légendaires, et vous vous engouffrez dans les ténèbres d'un donjon. Vous allez devoir gérer vos points d'action, vos cartes en main, votre perception, qui est la mécanique centrale du jeu, et construire votre héros avec diverses stratégies. Votre objectif est simple, survivre jusqu'à l'affrontement du terrible démon qui s'y terre. Chaque niveau du donjon fait apparaître des ordres de monstres de plus en plus puissants et sanguinaires. Vous devez utiliser tout ce qui vous tombe sous la main pour améliorer vos chances de survie. Chaque partie se déroule en manches, alternant le tour des joueurs, 2 tours de joueurs si c'est en mode coop, puis le tour des ennemis. Dans Hellbringer, la progression de votre personnage se fera sentir à chaque élimination de monstres. Vous pourrez ainsi augmenter votre résistance, votre force de frappe ou encore votre perception. Mais attention, être puissant et résistant ne sert à rien si vous ne parvenez pas à voir les ennemis qui se dresseront devant vous. Préparez-vous à lancer une panoplie de dés et sentir votre puissance grandir, mais gardez vos ennemis à l'œil, votre vie en dépend. Pour la victoire, vous allez devoir vous rendre dans les profondeurs du donjon, dévoiler le démon, puis l'éliminer sur sa face A, puis sa face B, pour remporter la partie. Si aucun joueur n'est en vie avant la fin du tour des ennemis, les forces démoniaques remportent la partie, et vous avez perdu. La mise en place du jeu est très simple, vous allez sélectionner un scénario, car vous pouvez très bien jouer en one-shot ou en campagne, vous avez ce super livret de campagne. Il y a donc des mises en place spécifiques si vous jouez en scénario ou en one-shot, enfin en campagne ou en one-shot. Il y a tout qui est très bien expliqué. Il y a un lore dans le jeu qui est vraiment très agréable également, moi ça m'a beaucoup plu. Après la sélection du scénario, vous créez une pioche de monstres, vous distribuez des cartes aux joueurs, vous créez une pioche commune et vous sélectionnez une classe. Vous sélectionnez un scénario dans le livret de campagne, puis vous appliquez les directives indiquées selon le mode choisi. Vous mélangez et placez les cartes monstres à gauche du plateau ennemi. Vous placez à proximité les cartes monstres de départ. Cette pile sera utilisée ultérieurement par la carte cimetière. Vous mélangez les cartes communes, vous en distribuez 4 à chaque joueur. Si vous jouez en mode partie libre, ou si vous avez débloqué l'âne en mode campagne, placez la carte âne et appliquez son effet. Vous allez placer des cartes portail secret et original près du plateau ennemi. Vous mélangez les cartes combat et confrontation pour créer la pile de combat, et vous les gardez à proximité. Vous créez 5 piles face cachée en ajoutant le nombre de cartes selon les indications du nombre de joueurs. Chaque joueur sélectionne une classe qu'il place au milieu de son plateau joueur et inscrit des statistiques. Vous voyez, c'est ici, ce super plateau joueur avec ces feutres-là. Le joueur choisit une carte de départ en fonction de la classe sélectionnée et l'ajoute à sa main. Puis le joueur sélectionne une capacité débloquée de sa classe disponible qu'il place près de son plateau joueur. Placez la carte cimetière en bas à droite du plateau ennemi et appliquez son effet. Lisez le tome 1 du scénario sélectionné. La première manche va alors débuter. Avant cela, remettez dans la boîte toutes les cartes non utilisées qui n'ont pas été mentionnées. Vous allez créer un donjon en commençant par la pile 1. Vous placez chaque pile sur la suivante. La pile 1 doit se trouver sur le dessus et la pile 5 en dessous. C'est ce que j'expliquais, une création de pioches et de piles en fonction du nombre de joueurs et certaines cartes dedans. Vous placez la pioche commune créée au centre de la table. Vous remettez les cartes combat et confrontation non utilisées dans la boîte. Il y a un tutoriel que vous pouvez utiliser pour commencer à jouer et apprendre les grandes mécaniques. Vous allez créer ces différentes piles, vous les mélangez individuellement, vous placez chacune des cartes en placement correspondante sous chacune des piles, crypte, caverne, enfer, tombeau. C'est indiqué dans le livret de la règle. Pour une partie libre, la carte élixir de départ est automatiquement disponible. Il est aussi possible de choisir une seconde carte de départ de sa classe en retirant une carte de sa main. Seules les capacités de niveau 1 et 2 sont débloquées. Comment se passe donc une manche? Je vais vous parler d'un ordre de jeu à 3 joueurs par exemple. Joueur 1 et joueur 2 jouent leur tour, suivi du tour des ennemis. Joueur 3, joueur 1 joueront leur tour, suivi du tour des ennemis. Joueur 2, joueur 3 jouent leur tour, suivi du tour des ennemis, et ainsi de suite. À 4 joueurs, ça serait
Joueur 1 et joueur 2 jouent leur tour, puis tour des ennemis. Joueur 3, joueur 4 jouent leur tour, puis tour des ennemis, et ainsi de suite. Sinon, si vous jouez tout seul, joueur 1, tour des ennemis, joueur 1, tour des ennemis, et ainsi de suite. Comment se passe donc le tour d'un joueur? Le joueur applique, dans l'ordre indiqué, tout ce que je vais vous dire. Vous allez faire un calcul de points d'action. Au début de son tour, le joueur calcule le nombre de points d'action dont il dispose. En fonction des points d'action disponibles, le joueur peut activer les effets des cartes dans l'ordre souhaité. Équiper une carte objet équipement, apprendre une carte compétence ou assigner un compagnon. Activer une carte ou échanger une carte. Lorsqu'il désire, ou s'il n'y a pas d'action effectuée, le joueur met fin à son tour. Il peut défausser autant de cartes de sa main qu'il veut à ce moment-là. Il pioche ou défausse ensuite autant de cartes que nécessaire pour égaler sa limite de cartes en main. Si c'est applicable, les effets instantanés ne sont activés qu'après avoir égalé le nombre de cartes en main. En solo, à la fin du tour d'un joueur, c'est le tour des ennemis qui est appliqué. En coop, le joueur retourne le jeton joueur actif et le donne au prochain joueur. Le tour des ennemis est appliqué après chaque 2 tours de joueur. Le tour des ennemis débute et vous allez suivre cet ordre spécifique. S'il n'y a aucun ennemi en jeu, vous allez les tirer ici. Certaines parties ne servent pas quand vous jouez solo, certaines servent que quand vous jouez en coop. Donc s'il n'y a pas d'ennemi en jeu, vous dévoilez les 5 premières cartes de la pioche commune et vous les placez de gauche à droite au milieu de la table. Si au moins une carte combat et une carte emplacement sont dévoilées, les joueurs peuvent remettre autant de cartes combat qu'ils le souhaitent sur la pioche commune sans en appliquer les effets. Toutes les cartes arborant la sous-catégorie instantanée sont appliquées sur le champ. Toute nouvelle carte piochée dévoilée au milieu de la table. Dans le cas où plusieurs cartes instantanées sont piochées, appliquez-les dans l'ordre dans lequel elles ont été piochées. En cas d'oubli, appliquez-les de gauche à droite. Au final, vous devriez avoir au moins 5 cartes communes dévoilées, moins une carte par carte combat retirée. Chaque joueur peut prendre une des cartes communes dévoilées dans sa main, les cartes restantes sont défaussées. Je montre un petit peu les cartes. Vous savez quand même le sel du jeu avec les dés. Il y a une direction artistique d'extrêmement bonne qualité. Oui, il y a vraiment plusieurs types de cartes, des ennemis qui sont ailleurs. Ouais, vous pouvez tomber sur plein de choses. Il y a vraiment un sentiment de progression de loot qui est très agréable dans le jeu, très finement pensé, très bien ciselé. S'il y a des ennemis en jeu, en coop, l'attaque et l'habilité de tous les ennemis en jeu touchent uniquement les 2 derniers joueurs ayant complété le tour de joueur. S'il y a au moins un ennemi en jeu, un joueur lance le dé ennemi. En fonction du résultat du dé ennemi, l'habilité de chaque ennemi prend effet sur les cibles attaquées. Les dés des attaques ennemies sont combinés et lancés pour déterminer les dégâts infligés aux cibles attaquées. Les joueurs peuvent utiliser des cartes ayant la sous-catégorie à tout moment pour éviter les dégâts et ou certaines habilités de tous les ennemis pendant chacune de ces étapes. Si au moins un joueur est encore en vie à la fin du tour des ennemis, si c'est le démon, phase B n'est pas éliminé, vous recommencez une nouvelle manche. Vous trouvez ici différentes caractéristiques qui vous aident bien entendu dans le donjon. Vous avez des points d'action. Cela permet aux joueurs d'activer des cartes. Au début de chaque tour, vous calculez le nombre de points d'action dont il dispose en se basant sur le nombre maximum qu'il détient. Jusqu'à la fin de son tour, l'ajout ou le retrait de cartes octroyant des points d'action affecte immédiatement le total du joueur. Le joueur peut utiliser ses points d'action pour enchaîner des actions ou créer des combos stratégiques en activant les cartes à sa disposition. Les points d'action peuvent fluctuer pendant le tour selon les cartes activées ou défaussées. Certaines cartes compétences utilisent ces points d'action à diverses fins. Le joueur peut ignorer ces chiffres jusqu'à ce qu'une carte y fasse référence. Vous avez des points de compétences qui indiquent le nombre de cartes compétences que le joueur peut apprendre et placé à la droite de son plateau joueur. Vous voyez, vous avez des espaces pour différentes choses et également différents éléments. À tout moment, si la limite de compétences du joueur diminue, le joueur doit défausser le nombre de compétences apprises nécessaires afin d'égaler le nombre autorisé. Les cartes en main, à la fin de votre tour, le nombre de cartes en main doit correspondre à votre limite. Lorsque vous augmentez votre limite de cartes en main, aucune carte n'est piochée. La nouvelle limite s'applique uniquement à la fin de votre tour. Les points de vie, eux, définissent le sommet à atteindre afin d'éliminer une cible. À moins d'avis contraire, la somme des points de vie s'additionne toujours aux points d'armure pour augmenter le prérequis pour éliminer la cible. Les points d'armure, eux, augmentent plus rapidement que les points de vie. Ils peuvent être réduits ou totalement ignorés. Ce nombre ne peut jamais être négatif. La perception, quant à elle, vous permet de voir les attaques adverses. Un joueur doit avoir un nombre égal ou supérieur à celui de son adversaire pour l'avoir en vue. Sinon, son adversaire est considéré hors de vue. Vous allez également avoir des compagnons. La perception d'un compagnon est basée sur celle de son propriétaire. La mécanique de perception ne s'applique pas aux ennemis qui voient en permanence les joueurs et leurs compagnons. Le nombre indiqué sur la carte de l'ennemi est le prérequis minimum qu'un joueur doit atteindre pour le voir et donc l'attaquer. Les attributs vont varier aussi en fonction des objets équipés, des compétences apprises, des ennemis éliminés. Un joueur peut suivre ses attributs dans la section statistique de son plateau. D'où l'intérêt de pouvoir effacer et remettre, c'est vraiment très bien fait, très bien pensé. Vous allez retrouver sur ici les runes qui sont des points de connexion. Situés aux 4 coins de votre carte, classe et sur les objets, ces runes permettent aux joueurs d'équiper un objet en superposant les cartes ayant le même symbole. Lorsqu'une carte est équipée,
Elle peut être activée sans coût supplémentaire. Après avoir équipé une carte, n'oubliez pas d'ajuster les statistiques au bas de votre plateau joueur. Il ne peut y avoir qu'une seule carte par point de connexion. Le rouge, cela amplifie votre force offensive avec des armes. Cette arme confère des bonus supplémentaires à une classe en particulier. Le vert, des points destinés aux boucliers et aux objets de seconde main. Il donne des bonus variés. Le bleu permet d'augmenter le statut défensif grâce à des armures. Le violet permet d'augmenter divers attributs. Après avoir équipé un objet, tous les effets de la carte sont équipés immédiatement. L'attaque peut rester inutilisée ou être utilisée plus tard dans le même tour gratuitement. Lors des tours suivants, il faudra payer à nouveau le coût en points d'action pour réattaquer ou réactiver des effets autres que infinis. Après avoir activé une carte, n'oubliez pas d'ajuster vos attributs sur votre section statistique. Il est possible de défausser sans frais un objet équipé si celui-ci n'a pas été activé à votre tour. Sauf indication contraire, les ennemis dans la section hors de vue du plateau ne peuvent pas être vus. En coop, vous avez une section du plateau qui est utilisée, certains joueurs ayant la perception nécessaire, d'autres ne le peuvent pas. Ici c'est la vue mixte, elle n'est pas utilisée en mode solo. Quand les ennemis sont dans la section en vue, ils peuvent être attaqués par tous les joueurs. Sur chaque coin du plateau ennemi sont placées différentes pioches selon l'icône. La section du milieu du plateau se divise en 3 sections, de haut en bas. En haut à gauche, le démon du scénario sélectionné. En haut à droite, les cartes retirées. En bas à gauche, la pioche monstre. En bas à droite, la pile d'emplacement avec le cimetière. Lorsqu'un ennemi entre en jeu ou que la perception d'un joueur d'ennemi change, les cartes ennemies en jeu sont triées dans les différentes sections du plateau ennemi. Si les cartes ennemies en jeu sont retirées dans les différentes sections du plateau ennemi, les cartes ennemies en jeu sont triées dans les différentes sections du plateau. Si la perception du joueur est égale ou supérieure à celle de l'ennemi, celui-ci est considéré en vue. Il pourra donc être attaqué. La perception d'un ennemi est toujours combinée aux bonus indiqués sur la carte emplacement en cours. Les bonus des cartes emplacement ne s'accumulent jamais. Il existe plusieurs types de cartes. Les cartes emplacement qui sont dispersées dans la pioche commune, ces cartes rassemblent les niveaux du donjon que vous allez explorer. Elles ajoutent de nouveaux ennemis en jeu et augmentent le niveau de difficulté. Seul le bonus de la première carte sur la pile emplacement s'applique. Les cartes tomes qui sont dispersées dans la pioche commune. Ces cartes offrent des bonus spéciaux aux joueurs. Elles révèlent, comme indiqué dans le livre de campagne, une partie de l'histoire du scénario en cours. Les cartes combat et confrontation, quant à elles, sont dispersées dans la pioche commune. Ces cartes ajoutent un nouvel ennemi en jeu. Les cartes confrontation sont considérées comme une variante des cartes combat. Les cartes capacité, il s'agit d'un effet spécial spécifique à une classe, activable une fois par partie. Si l'effet est infini, il reste actif tout au long de la partie. En mode partie libre, vous avez seulement accès aux capacités 1 et 2. En mode campagne, les cartes doivent être débloquées sur la feuille de suivi. L'âne, quant à lui, simule la main d'un autre joueur, offrant plus de possibilités lors de l'échange de cartes, comme en coop. Une fois le démon du scénario éliminé, les joueurs peuvent décider de prendre un portail pour prolonger le jeu. En mode campagne, cela permet de transférer des cartes à la prochaine partie. Vous avez des monstres du départ, comme je vous disais, qui eux sont placés et rencontrés dans le cimetière en début de partie. La carte cimetière dicte la quantité de monstres de départ emplacés à fonction du nombre de joueurs. Lorsqu'un joueur élimine un monstre de départ, il récupère la carte qui devient un point d'attribut. Les monstres quant à eux sont plus puissants que les monstres de départ. Ils apparaissent une fois tous les monstres de départ piochés. Lorsqu'un joueur élimine un monstre, il récupère la carte qui devient un point d'attribut. Le démon, quant à lui, pour remporter la partie, le démon du scénario en cours est l'ennemi final que les joueurs doivent abattre. Lorsqu'il est dévoilé, il est placé sur la face A. Lorsqu'il est abattu, la première fois, il retourne sur la face B. Une fois la face B éliminée, tous les ennemis sont retirés du jeu, marquant la fin de la partie. Vous avez énormément de types de cartes qui vous permettent vraiment beaucoup de choses. Vous avez des cartes objets, vous avez des cartes enchantement, des cartes de compétences bien entendu, des cartes compagnons, des cartes de défense, des cartes de potions, ainsi que des sous-catégories qui vont dicter leur effet comme infini, une seule cible, toutes les cibles, habilité à tout moment, instantané, vraiment une richesse dans ce jeu-là au niveau des cartes et de ce qu'il propose qui est assez incroyable. Vous avez également des dés, je vais tous vous les sortir, comme ça vous voyez. Vous avez des dés qui vont faire plus ou moins de dégâts, des dés standards et des dés de dégâts puissants. Le dé ennemi qui est lancé au début du tour des ennemis pour déterminer l'action de tous les ennemis en jeu. Des dés d'acide qui infligent des dégâts mineurs. En fonction des résultats possibles, vous allez souvent défausser des cartes, vous faire attaquer, prendre des dégâts. Le jeu a vraiment une richesse au niveau des cartes et de ses mécanismes qui est assez incroyable. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des règles qui sont vraiment très riches, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je vais quand même vous montrer ce livret de règles qui est très bien fait, auquel vous pouvez vous reporter très facilement. Donc pour la création de pioches, le plateau joueur, ça vous donne un exemple de manche. Le dé ennemi, les types de cartes, vous voyez, qui sont toutes indiquées ici. Les sous-catégories de cartes, comme je viens de vous expliquer, vous avez différents mécanismes, donc règle d'or, arrondir, activer une carte, limite d'utilisation d'une carte, fin de l'effet d'une carte, comment attaquer, comment calculer les dégâts, parce que bien entendu, vous allez devoir faire des dégâts, combiner les attaques, comment éliminer un ennemi, l'élimination d'un joueur, les alliances, toutes les différentes mécanismes qui en font un jeu vraiment très riche. Les différentes classes qui sont expliquées et leurs spécialités, les règles coop, les différents mots-clés. Le livret de règles très bien fait encore une fois. Après cette présentation rapide et succincte du jeu, j'avais envie de vous donner mon avis. Dans un monde où la lumière peine à percer les ténèbres, Hellbringer se présente comme une aventure qui ne laisse aucun joueur indifférent.
Ce jeu de société, à la croisée de jeux de rôle et de jeux tactiques, propose aux participants de prendre le contrôle d'un des 6 héros légendaires et de plonger dans les profondeurs d'un donjon où chaque décision peut changer le cours de la partie. Mais Hellbringer n'est pas qu'une succession de combats et de lancers de dés. Il s'agit d'une expérience complète où la gestion des ressources, la perception, la coopération deviennent les clés de la survie. La première étape de Hellbringer consiste à préparer le terrain de jeu, et cette mise en place n'est pas anodine. Le joueur choisit un scénario dans le livret de campagne, ce qui détermine la structure du donjon, les monstres présents et les défis à relever. Chaque joueur sélectionne ensuite une classe et configure son héros avec une carte de départ, une compétence débloquée et la section statistique de son plateau joueur. La pioche, commune, les cartes combat, confrontation, portail secret et original sont placées stratégiquement, créant un écosystème vivant où chaque carte a sa place et son rôle. Le concept de pile pour former le donjon illustre déjà la profondeur stratégique. Chaque pile contient un mélange de cartes communes et de cartes combat, avec des tomes à découvrir et des monstres à affronter. Cette mécanique garantit que même une première partie en mode tutoriel offre une progression palpable et un apprentissage progressif des règles. Le cœur de Hellbringer repose sur des manches alternées, composées des tours des joueurs et des tours des ennemis. Chaque tour, le joueur est un véritable casse-tête stratégique. Calcul de points d'action. Au début du tour, chaque joueur évalue ses ressources pour activer ses cartes ou enchaîner des actions. Ces points ne sont pas figés. Certaines cartes peuvent les modifier à tout moment, introduisant une notion de dynamisme et de flexibilité. Action disponible. Le joueur peut équiper des objets, prendre des compétences, assigner un compagnon, activer des cartes ou échanger des cartes. Chaque action est une décision tactique et la manière dont elles sont combinées peut déterminer le succès ou l'échec d'un tour. À la fin de son tour, le joueur ajuste sa main pour respecter sa limite, activant au passage des effets instantanés si nécessaire. Les tours de joueurs se combinent ensuite avec le tour des ennemis, où la mécanique de perception joue un rôle crucial. Les ennemis n'ont pas tous la même visibilité, et chaque joueur doit ajuster sa stratégie pour attaquer les cibles qu'il peut réellement voir. Le dé ennemi introduit un facteur aléatoire, mais les cartes à tout moment permettent parfois de renverser le destin d'un lancer malchanceux. Les attributs et les points d'action sont la base de la stratégie. Les héros disposent d'une gamme d'attributs essentiels. Les points d'action qui permettent d'activer les cartes et réaliser des combos complexes. Les points de compétences qui déterminent le nombre de compétences qu'un joueur peut apprendre et utiliser. Les points de vie et d'armure qui définissent la résistance aux attaques ennemies et la survie dans le donjon. La perception, la clé pour voir et attaquer les ennemis. Un joueur faible en perception pourra se retrouver complètement aveugle face à certains monstres. La gestion de ces attributs devient rapidement un exercice d'équilibriste. Il faut décider quand attaquer, quand protéger ses points d'action et comment maximiser l'efficacité des cartes équipées. Hellbringer se distingue par la profondeur de son système de cartes. Chaque type a un rôle précis. Objet enchantement augmente la capacité offensive ou défensive des héros. Les points de connexion introduisent une couche stratégique supplémentaire pour décider quel objet équiper et quand. Compétences activables, apprises et réutilisables, elles permettent des combos puissants mais nécessitent une planification minutieuse. Les compagnons soutiennent le joueur, défendent ou attaquent gratuitement et partagent la perception de leur propriétaire. Carte combat, confrontation et monstres apportent la menace constante du donjon et obligent à adapter la stratégie en temps réel. Portail secret original ajoute une dimension narrative et contribuant entre les parties. Ajoute une dimension narrative de continuité entre les parties, particulièrement en mode campagne. La diversité des cartes assure que chaque partie est unique, avec des situations imprévisibles et des choix stratégiques constants. Les dés sont omniprésents dans Hellbringer et introduisent une tension permanente. Entre les dés de dégâts, d'acide et le dé ennemi, chaque lancer peut changer le cours d'une attaque ou d'un tour. Mais le jeu ne se limite pas à la chance. Les cartes à tout moment et les compétences permettent de maîtriser le hasard, offrant des possibilités de retournement de situations spectaculaires. Chaque décision est un équilibre subtil entre intérêt individuel et survie collective. Un joueur éliminé peut choisir de réapparaître, mais uniquement si ses alliés acceptent de sacrifier un point d'attribut, ce qui crée des moments de tension et de négociation intenses. Le portail secret et les originaux ajoutent une dimension épique au jeu. Après avoir vaincu le démon du scénario, les joueurs peuvent décider d'accéder à ce monde parallèle, où chaque victoire permet de transférer des cartes à la prochaine partie, introduisant une notion de continuité et de progression entre ces dernières. Les décisions prises ici peuvent impacter durablement les stratégies futures et renforcent la dimension narrative et immersive du jeu. Hellbringer n'est pas simplement un jeu de plateau, c'est un univers vivant où la stratégie, le hasard et la coopération se mêlent pour créer une expérience riche et immersive. Chaque lancer de dés, chaque carte piochée et chaque choix tactique contribue à façonner l'aventure. On récompense les joueurs qui savent planifier, anticiper et collaborer, mais punit sévèrement ceux qui prennent des décisions hâtives ou sous-estiment la complexité du donjon. Avec ses mécanismes profonds, ses cartes variées et sa tension constante, Hellbringer s'impose comme un incontournable pour tous les amateurs de jeux de rôle tactique et de cohésion stratégique. Le jeu est vraiment un petit joyau, que ce soit aussi bien en coop qu'en solo. Moi j'ai beaucoup joué en solo, j'aime vraiment beaucoup en solo. Il y a une direction artistique dark fantasy qui est très bien menée, de très bonne qualité. Le matériel est aussi, que ce soit les cartes, les plateaux sont extrêmement de bonne qualité. Donc la campagne devrait bientôt être lancée quand vous tomberez sur cette vidéo. Je crois que c'est le 15 octobre si je dis pas de bêtises. Donc quoi qu'il en soit, vous aurez le lien. Je vous invite vraiment à aller voir si vous êtes amateur de jeux de fantasy, de jeux durs, parce qu'il peut être très dur, très punitif, mais c'est ça aussi qu'on aime dans les jeux de ce genre-là, c'est que ça soit dur, pas que juste on lance des dés et que tout se passe bien. Il y a des moments où ça va se passer très mal, mais ça fait partie de l'univers du jeu et moi j'aime beaucoup ça. Je vous invite vraiment à découvrir ce jeu qui est fait par un passionné et ça sent toute l'équipe derrière a vraiment bossé
de fou, je pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos quand elles sont disponibles. Et sur la page principale de YouTube, vous avez tous mes réseaux pour venir me suivre et me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!